Et du coup, moi, ce qui m'aide beaucoup et ce que je me rends compte que j'avais pas forcément fait avec toute l'équipe de cette mission, c'est d'avoir la discussion en amont. Alors déjà, de co-faciliter systématiquement, parce que c'est rare qu'on soit à deux en même temps dans une zone rouge, donc d'être à deux, ça permet d'équilibrer. Et dans la préparation avec mon collègue, avec ma collègue, c'est justement en discuter. C'est quoi en fait les signaux d'alarme pour toi qui font qu'à un moment tu vas te mettre en zone de stress, et quand tu es en zone de stress, comment en fait est-ce que je peux le voir, et comment est-ce que tu as envie qu'on discute à ces moments-là? Est-ce que tu as plutôt besoin d'être seul? Est-ce que tu as besoin au contraire que je vienne discuter avec toi, que je t'en avertisse et qu'on en discute? Et en fait de faire ça, c'est génial parce que tu vois, souvent dans une préparation, on se dit que, bon, en tout cas, moi, je me dis parfois tout va bien se passer, et donc ça, c'est mon côté zone rose de tout va bien, tout est, tout est beau dans le monde. Sauf qu'en fait, il y a toujours des moments dans des facilitations où il peut y avoir des tensions qui arrivent, et plus on crée le cadre de confiance derrière, enfin en amont, pour se dire c'est ok, on sait qu'on va se mettre en pression à un certain moment, et qu'on est en conscience de ce qui se passe chez soi et aussi chez l'autre, plus ça permet de créer ce cadre de confiance où si avec voilà cette personne dont j'ai discuté en amont et je connais ses signaux, si il m'envoie un moment une pique, bah, je sais d'où ça vient, et donc je peux le recevoir avec beaucoup plus de douceur et de tendresse que si je sais pas d'où ça sort. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous emmène chaque mois à la rencontre d'une personne inspirante qui insuffle l'esprit de coopération autour d'elle. Dans cet épisode, je reçois avec un grand plaisir Lily Gros, podcasteuse et facilitatrice en intelligence collective, comme moi, mais contrairement à moi, elle a bien d'autres casquettes que vous découvrirez dans notre échange. Je ne sais plus vraiment comment nous nous sommes rencontrés toutes les deux, mais peu importe en fait, Lily fait partie de ces rencontres un peu magiques que mon métier m'a permis de faire. Le genre de personne pétillante, inspirante, que vous ne vous lassez jamais d'écouter ou de lire. Sa newsletter, Secret de Facilitation, est sans doute une des newsletters que j'ouvre et que je lis le plus. Une vraie bouffée d'oxygène et un vrai soleil dans ma boîte mail tous les 15 jours. C'est d'ailleurs un peu grâce à Lily que ma newsletter existe. Oui, oui. Un jour, elle m'a dit « Allez, si au fond de toi, tu as envie de lancer cette newsletter, fonce !» Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter d'ailleurs, rendez-vous dans la description de l'épisode, je vous donne le lien pour que vous puissiez vous abonner. Dans cet échange, avec Lily, nous parlons radicale collaboration puisque parmi ses nombreuses casquettes, Lily forme à cet outil. Nous évoquons son approche holistique de la facilitation, comment faciliter, collaborer, coopérer avec sa tête, son cœur et son corps. Et évidemment, on va parler de podcast puisque Lily a un podcast et donc j'avais envie de lui poser quelques questions à ce sujet. Je suis vraiment ravie que vous puissiez découvrir Lily et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lily, Bonjour Claire. je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour un épisode où tu vas nous parler de ce que tu proposes toi en tant que facilitatrice et formatrice. Donc on va détailler tout ça tout à l'heure. Je vais te proposer pour commencer un petit icebreaker. Alors c'est un icebreaker sonore que j'ai emprunté, dont je me suis inspirée de Sophie France, du podcast Intelligence Collective que tu connais. Et donc, c'est un petit icebreaker sonore. Donc, je vais te partager 3 sons. Et tu vas me dire quel est le son qui te parle le plus ce matin ou qui fait écho en toi ce matin particulièrement. Et tu nous expliqueras pourquoi il fait particulièrement écho en toi ce matin. Donc il y en a 3. Je lance les 3 sons et puis on se reparle juste après. Le deuxième. Et le troisième. Voilà pour les 3 sons. Alors Alors celui qui me donne le plus envie, c'est le deuxième. Comme tu le sais, là je rentre de la montagne et du coup j'ai très envie de me mettre au coin du feu avec mon mari et mon chien, et de me mettre en mode repos. Mais je pense que mon cerveau il est plus dans le troisième mode. Il y a plein de
plein de pensées, plein de choses, donc ça correspond plus au, au troisième son. Ouais, effectivement, j'avais envie d'un icebreaker un peu cocooning. On est encore en plein hiver et le feu de cheminée, ça me semblait quelque chose d'assez agréable pour démarrer. C'est clair. Merci, j'adore l'idée d'un icebreaker sonore. Je retiens. Bah oui, parce que tu es également podcasteuse, on va en parler aussi, mais Oui. tu as aussi cette casquette-là. L'enchaînement est tout trouvé. Je te laisse te présenter et répondre à cette question. Lily, qui es-tu? Grande question. Je vais présenter mes casquettes professionnelles. Donc, je m'appelle Lily, j'habite à côté d'Avignon et je suis facilitatrice et formatrice. Moi, ce que j'adore, c'est créer de la connexion à soi, aux autres et au vivant dans lequel on habite et dont on fait partie. Et pour ça, je fais de la facilitation en intelligence collective, comme toi. J'adore faciliter aussi des moments qui sont plus des moments collectifs, des moments de retraite qui n'ont pas forcément d'objectif de production, mais à un moment où on va prendre soin de soi, prendre soin du collectif. Et je fais de la formation aux compétences de collaboration. Et donc ça, on va dire que c'est mes métiers. À côté de ça, j'adore passer du temps dans la nature. J'ai aussi une belle activité de podcast qui s'appelle La Licorne. Euh, J'adore le mouvement, j'adore la musique et je suis gourmande. Je pense qu'on peut le dire. Un groupe me l'a encore dit la semaine dernière quand j'animais. Ils m'ont dit: Toi, t'es quand même gourmande. Je sélectionne les lieux dans lesquels je fais mes stages, pas mal en fonction de ce qu'on y mange. Super. Ouais, on va parcourir toutes tes casquettes au cours de cet épisode. Mais j'ai envie de commencer par une première question, puisque tu aimes, comme tu disais, la connexion entre les gens. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu es témoin d'une coopération entre humains qui fonctionne? Qu'est-ce que ça te provoque comme émotion, comme sentiment, comme sensation? J'adore ta question. Euh, c'est un mélange de joie, d'émerveillement et d'excitation. Tu as l'excitation qui dit: Ah, je le savais, c'est possible, c'est génial, le monde change. Et je trouve ça profondément beau. Il y a de la joie juste ouais, de la joie de voir ce qui se passe et de l'émerveillement. Tu sais, c'est comme s'il y avait des petites étincelles qui s'allumaient à l'intérieur de mes yeux et que je me transformais en lutin des forêts pendant quelques secondes. C'est ça que ça me fait comme effet. Ouais, je te rejoins, c'est le genre de sentiment que j'éprouve aussi, et puis je crois que c'est assez commun à tous ceux que j'interroge qui vivent ça de près, et c'est vraiment quelque chose qui semble assez universel quand on est témoin de ça, Mm. c'est chouette aussi de se reconnecter à tout ça quand on vit ça. J'ai voulu t'interroger aujourd'hui parce que tu es formatrice en radicale collaboration. Je t'avouerai que la première fois que j'ai lu ça, ça m'a beaucoup interrogée. Puis on a eu la chance d'en parler comme ça, un peu en échange à bâton rompu un jour. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que c'est du coup pour les auditeurs et auditrices, ce que c'est que la radicale collaboration? Alors la radicale collaboration, c'est pas la collaboration tout le temps pour tous dans le sens radical, militant, tranché. C'est aller aux racines de la collaboration et c'est un format de formation, de compétences qui a été développé depuis plus de 40 ans aux États-Unis au début pour répondre à des questions de médiation entre entreprises, entre syndicats et écoles qui revenaient tous les 2 ans régler les mêmes litiges. Et Jim Tem, qui est le cofondateur de la méthode, s'est demandé comment est-ce qu'on fait en sorte que les collaborations soient réellement pérennes sur le long terme et que quand on résolve un défi, une dispute ou un conflit, que la solution soit vraiment pérenne pour toutes les parties prenantes et qu'elle prenne en compte les besoins de toutes les parties prenantes. Et du coup, ça fait depuis 40 ans qu'il développe ça. Il s'est allié à Ron Luyet, qui est un spécialiste de l'élément humain. Donc peut-être que ça parlera à certaines personnes qui nous écoutent. Et c'est vraiment comment on va aux racines de la collaboration. Et les racines de la collaboration, c'est la posture individuelle. C'est est-ce que à l'intérieur de moi, j'ai une attitude, une posture qui est collaborative consciemment, inconsciemment, ou est-ce qu'elle n'est pas collaborative consciemment et inconsciemment? Et moi, c'est ça que j'ai adoré dans la radicale collaboration, c'était découvrir tous les endroits où il y avait voilà, où j'avais de la conscience sur mes postures collaboratives et du coup sur ce que ça peut générer dans un groupe, et tous les endroits où ben, j'évite les sujets ou au contraire les endroits où
où je suis même pas au courant que je suis en train d'envoyer des signaux qui sont pas du tout collaboratifs. Et ouais, c'est passionnant. J'adore la radicale collaboration. Ouais, et alors je tiquais moi sur le terme radical, mais tu l'as dit, Ouais, hein, c'est pas radical au sens, voilà, c'est quelque chose de très ferme et enfermant. C'est vraiment radical la racine en fait. c'est ça. C'est ça. Ok. Et Euh, ce qui est très chouette, c'est que, tu vois, là, je te parle d'aller à la racine sur le côté personnel, mais ce que j'adore, c'est que, et on va en profondeur sur l'individu, et en même temps, c'est très, très appliqué au quotidien, tu vois, c'est pas un stage où tu vas faire du développement personnel hyper perché et ressortir en te disant je vais changer de vie et élever des brebis pour être en collaboration avec la nature. C'est quelque chose qui est très appliqué au business et au quotidien. Et moi, j'adore voir aussi comment ça change ma manière d'être en relation dans mes relations perso, mais aussi beaucoup dans le pro par des tout petits hacks, mais des toutes petites choses qui font que derrière la collaboration, elle prend une autre couleur. mm, mm. Qu'est-ce que ouais, tu as commencé à en parler, mais qu'est-ce que tu apprécies particulièrement vraiment, qu'est-ce qui fait que cette méthode peut-être ou cette façon de voir les choses t'a attiré plus qu'une autre? Euh, Il y a déjà la clarté, en fait. Je trouve que c'est un modèle qui est extrêmement clair et qui est... on utilise pas mal le système de zones par couleur. Donc, le postulat de la radicale collaboration, c'est de se dire, il y a trois types de zones qui sont soit des attitudes, soit des cultures et des contextes dans un groupe. La zone verte, qui est l'attitude collaborative, où on est ouverte, on peut partager les choses sans crainte de se faire taper sur les doigts et on peut résoudre les conflits et c'est génératif. La zone rouge, qui est celle du conflit ouvert, où on se tape pas dessus, mais ça peut aller jusqu'à de l'empoigne physique ou verbale. Et la zone rose, qui est la zone d'évitement, de passif-agressif, où on dit oui, mais qu'en fait on n'a pas du tout envie et où on évite complètement les sujets. Et en fait, déjà rien que ça, pour moi, ça me donne une énorme clarté. Et j'ai ce langage auprès de moi et du coup avec mes proches et avec d'autres personnes de ah là je suis dans une zone verte, là attention je sens que je suis en train de basculer dans une zone rouge et tous les outils de la radicale collaboration c'est comment est-ce qu'on va bah, sur les relations qu'on a envie de nourrir à long terme, comment est-ce qu'on va sur de la zone verte et comment on se rend compte quand on est en zone rouge, en zone rose et comment on retourne en zone verte. Et du coup pour moi il y a vraiment en fait cette clarté là et ce chemin qui est extrêmement clair de je muscle ma capacité à reconnaître quand je suis en zone rouge et en zone rose, même quand j'aime pas le reconnaître. Et j'avance et je vois qu'il y a de plus en plus de vert. Et je vois de plus en plus les endroits où je suis en rouge et en rose. C'est de moins en moins inconscient et de plus en plus conscient. Mmh. Ouais, c'est vraiment avant j'imagine avant d'essayer de passer d'une zone à l'autre, c'est déjà prendre conscience de ce qui se passe et de la zone dans laquelle on est et d'être en conscience et peut-être même d'accepter d'être en zone rouge pour un moment parce qu'on peut pas faire autrement à ce moment-là, j'imagine. Oui, et ça c'est mon point de douleur en fait. C'est que du coup, voilà, plus je fais de la radicale collaboration, plus je forme à la radicale collaboration, plus forcément moi du coup je suis relativement consciente de ce qui se passe. Et plus du coup, ça peut devenir frustrant pour moi quand je sens que je rebascule dans autre chose. Je me dis, ah non, pas encore, c'est pas vrai, c'est revenu. Mais bon, après, voilà, c'est aussi un chemin de patience et qui peut pas être parfait. Et on peut pas être collaboratif tout le temps. Et c'est pas toujours efficace non plus d'être collaboratif. Ça dépend quel est le but. On, on en parlait hier avec mon mari dans des situations très, très tendues, des situations de survie. C'est peut-être pas là où on va le plus envoyer de signaux de zone verte et pendant un instant on va peut-être rentrer dans une micro zone rouge et puis après on va remettre du vert mais parfois ça sera pas le plus efficace par rapport à l'objectif qu'on s'est posé et c'est ce que Jim Tam le fondateur nous dit toujours, c'est quelle est la stratégie que vous avez utilisée, quel impact est-ce que ça a eu et est-ce que ça a été efficace par rapport à votre objectif. Oui, tout à fait. Mm. Qu'est-ce que tu as formé donc un certain nombre d'équipes ou de personnes, en tout cas, j'imagine. Qu'est-ce que te disent les participants, les apprenants qui ont participé à tes formations? Quel est le principal retour qu'ils te font toi, suite à cette découverte de la radicale collaboration? Et il y a une première chose qui est
Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux ce qui se passe, tu vois, en moi, mais aussi dans les équipes. Quand souvent il y a un effet, il y a un effet un peu kiss cool qui se passe, enfin pas kiss cool, mais un effet un peu waouh qui se passe quand je présente les 3 zones, et notamment quand je présente la zone rose, pardon. Et généralement, je vois qu'il y a une ampoule qui s'allume dans la tête des gens en mode ah, mais c'est pour ça que ça marche pas dans mon équipe, qu'il y a des problèmes. C'est qu'en fait, sous couvert de collaboratif, on fait quelque chose qui est pas du tout collaboratif. C'est un peu comme une pastèque, c'est vert à l'extérieur, alors qu'en fait, à l'intérieur, ben, c'est pas tout à fait vert. Donc il y a de ça, et l'autre effet que ça fait, c'est comme la découverte d'un nouveau monde et d'une nouvelle posture. Je pense beaucoup quand on travaille sur les compétences de négociation. Ce que j'adore voir, c'est quand des participants me disent ah, mais en fait, je savais pas qu'on pouvait négocier comme ça et qu'on pouvait sortir du paradigme où j'ai ma position, t'as ta position, et puis on tire chacun un bout de la ficelle et on arrive à un consensus mou. Je savais pas que négocier, on pouvait le faire de manière collaborative et que ça soit joyeux et qu'on trouve des solutions qui sont bien plus pérennes. Ouais, Et parce que ouais, pardon, vas-y. non, parce que du coup, j'entends que dans la radicale collaboration, il y a identifier les zones où on se trouve, savoir peut-être identifier les signaux qui nous disent qu'on est dans telle ou telle zone. Et puis il y a aussi d'autres contenus dans cette formation. Tu parles de négociation. Il y a Oui. d'autres choses. Ouais, qu'est-ce qui... En fait, tu as 5 compétences dans la radicale collaboration. Il y a une première, alors, il n'y a pas d'ordre forcément dans les compétences, donc il y en a une qui est en effet la négociation et la résolution de problèmes, qui est un protocole en fait de 6 étapes qui amène à poser de l'intention collaborative, à explorer les intérêts de toutes les parties et tous les intérêts, pas que ce qui est visible, mais aussi ce qui est en dessous, pour que derrière, quand on cherche des solutions, ça soit beaucoup plus créatif. Donc il y a cette compétence-là. Il y a la compétence de l'ouverture. Comment est-ce que quand je suis dans une discussion avec un partenaire, avec une relation, comment est-ce que j'arrive à donner peut-être un peu plus d'informations que ce que je donnerais d'habitude? Et tu vois, notamment les personnes qui sont très émotionnelles, c'est donner des faits. Les personnes qui sont très sur les faits, c'est élargir le vocabulaire et parler des émotions, de l'intuition, de nos intentions. Donc cette compétence de l'ouverture, parce que si on ne dit pas les choses aux gens, ils ne peuvent pas le savoir. Donc la compétence de conscience de soi, qui est ce dont on parlait en fait. À quel moment est-ce que je suis en zone verte, en zone rouge, en zone rose? Comment est-ce que ça se manifeste? Et il y a un truc que j'adore, c'est les mécanismes de défense. C'est tous ces petits signaux d'alarme qui sont la manière de notre corps de nous montrer qu'on rentre dans une autre zone. Tu vois, moi par exemple, j'ai la fatigue subite ou une montée subite de température, c'est un signal que me donne mon corps pour dire ah, attention, on passe dans un autre type de relation là. Donc, négociation par les intérêts, résolution de problèmes, ouverture, conscience de soi. L'intention collaborative. L'intention collaborative, c'était celle qui était mon coup de cœur au démarrage de la radicale collaboration. C'est quand on est en échange avec quelqu'un, comment est-ce qu'on lui montre qu'on a envie que l'échange se passe bien et que ça nourrisse les deux partenaires sur le long terme, et ça, dès le démarrage. Et c'est vrai que ça aide, tu vois, quand on démarre des discussions tendues, ou une discussion, on doit dire quelque chose, où on n'est pas très à l'aise, de commencer en disant « J'ai vraiment envie que notre relation se passe bien sur le long terme, j'ai envie que tu te sentes bien dans notre relation, et il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, je suis pas très très à l'aise de t'en parler, mais j'aimerais vraiment bien t'en parler. » C'est très différent que de dire « Faut qu'on parle, il y a un problème. » Ça met pas dans la même attitude. Et la dernière compétence, c'est celle de l'autodétermination. Et l'autodétermination, c'est reprendre du pouvoir sur nos actions et sur notre capacité à transformer les situations. Et je prends souvent l'exemple, si on a une relation de travail qui ne fonctionne pas, on peut rester dans cette posture de ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Et si je joue un petit peu avec cette hypothèse, tiens, et si j'avais un peu plus d'influence sur la situation que ce que je le pense, je joue un petit peu avec ça, qu'est-ce que je ferais si j'avais un peu plus d'influence que ce que je pensais? Et ça, pour moi, c'est vraiment vital, parce que parfois, dans la collaboration, on peut pointer du doigt les autres en disant « Mais toi, t'es en zone rouge, toi, t'es en zone rose, toi, il faut que tu changes, mais moi, jamais. » Alors qu'en fait, quand on commence à prendre conscience de l'impact de ce qu'on a sur les autres et de la manière dont on est dans une collaboration, ça change vraiment tout. Et bien souvent, on a plus de capacité à influencer les choses que ce qu'on le pense. Oui, on dit souvent quand on commence à bouger soi, en fait, on fait bouger les gens autour de soi. C'est un peu l'idée. Ouais. Oui, complètement.
Dans ce que tu parles, dans ce que tu dis, j'entends aussi pas mal de choses qui pourraient rejoindre ceux qui connaissent bien la CNV. Oui. Quand on parle d'intention, on est aussi là-dedans, dans reconnaître les signaux qui nous font croire ou qui nous font passer d'une zone à l'autre. C'est aussi les émotions. Hein. Souvent, la CNV, elle part des émotions. Oui. Donc il y a des choses assez semblables. Et toi, tu connais un peu la CNV? Est-ce que ouais, et pour le coup, la CNV, c'est un des outils qui peut être utilisé pour aller creuser les piliers justement de conscience de soi, d'ouverture. C'est un très très bel outil, on en parle assez souvent et ça arrive, tu vois, qu'il y ait des personnes qui viennent à la radicale collaboration et qui sentent que le pilier de l'ouverture, c'est un pilier qui est complexe pour eux et qui vont creuser derrière pour la CNV. Et ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui viennent de la CNV, j'en ai eu plusieurs dans les formations et qui se disent ok, ça je suis un peu plus conscient de comment je fonctionne, par contre comment est-ce que j'applique ça dans un contexte de collaboration quand je dois avoir une relation sur le long terme, le moyen terme avec des partenaires de travail. Ouais, il y a vraiment des points entre les deux et pour le coup il y a aussi des différences, tu vois, tout ce qui est négociation, tout ce qui est tout ce qui est intention collaborative, on va vraiment en parler dans le contexte de collaboration et on va prendre des exemples de réunions d'équipe, des exemples de négociation et ça va être très très appliqué à ce terrain-là. Au milieu du travail, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que parce que j'ai parlé du conflit dans un de mes épisodes avec Jean-Édouard Grézy. L'épisode que j'ai adoré d'ailleurs. Et donc j'invite les auditeuristes à aller l'écouter s'ils l'ont pas encore fait. Oui. Quand on parle de conflit, est-ce qu'on est forcément en zone rouge et qu'on n'est pas dans le collaboratif, ou est-ce que en zone verte il peut aussi y avoir du conflit? J'aimerais bien que tu nous éclaires là-dessus. Oui, il peut y avoir du conflit, mais il est traité de manière très différente. Le conflit en zone verte, ça va se traiter avec avec de l'ouverture, tu vois. En arrivant, par exemple, mettons si j'ai un conflit avec une relation de travail, je vais arriver et poser une intention collaborative en disant j'ai envie que notre relation se passe bien. Je sens qu'il y a un sujet qui est un petit peu compliqué pour moi et j'aimerais bien qu'ensemble, on prenne ce sujet et qu'on le décortique et qu'on voit comment ensemble on peut trouver une solution. Ce sera très différent d'un conflit plutôt, tu vois, un conflit zone rose, ça sera bon, il y a ce truc là qui va pas, mais je vais pas en parler, je vais attendre que ça se résolve tout seul. Et ça se résout pas tout seul. Et le conflit zone rose, zone rouge, ça sera plutôt de tout blâmer sur l'autre personne et d'avoir plutôt un mécanisme d'agression. Donc oui, il y a du conflit en zone verte et le conflit il est nécessaire. Alors pas le conflit qui détruit, mais le conflit génératif où il y a un point de tension et on adresse ce point de tension pour y trouver une solution qui est bénéfique sur le long terme pour les deux parties prenantes. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est clé aussi, c'est résoudre ça, mais que ça soit bénéfique à long terme et que ça maintienne la relation et que ça soit bénéfique aux deux parties prenantes. Un conflit où derrière il y a une personne qui sort victorieuse et l'autre qui est défaite, c'est pas de la zone verte et c'est pas un conflit qui est génératif. Oui, c'est ça, c'est ce que dit Jean-Édouard Grézy, c'est les conflits où chacun sort, enfin où tout le monde sort gagnant-gagnant et où ça fait progresser le collectif dans le bon sens plutôt que voilà, il faut pas qu'il y en ait un qui soit perdant dans l'affaire. Et dans un des trucs je trouve qui est très aidant pour moi dans la radicale collaboration, c'est quand tu vas rentrer dans une négociation, une gestion de problèmes, t'as une étape où tu vas réfléchir pour toi-même à ton plan de secours. Le plan de secours, c'est qu'est-ce que je fais si on n'arrive pas à trouver une solution ensemble? C'est quoi mon plan de secours à moi? Et tu peux ou non le partager avec ton interlocuteur selon ton niveau d'ouverture, selon ta capacité à t'ouvrir là-dessus. Et je trouve ça hyper aidant de se dire la gestion du conflit, la discussion, elle doit aider à ce qu'on aille au-delà des plans de secours et que ça soit des solutions qui soient bien meilleures que les plans de secours, mais j'ai ma sécurité. Là où si on n'a pas ça, ça peut être beaucoup plus simple de glisser vers une solution qui est pas forcément bonne pour soi parce qu'on n'a même pas identifié ce qu'on pouvait faire pour nous-mêmes. Oui, ça permet de clarifier vraiment tout de suite, je raccroche à la CNV parce que moi, c'est ce que je maîtrise le mieux, mais quels sont mes besoins et qu'est-ce que j'ai besoin de faire respecter dans cette résolution de conflit, qu'est-ce qui est important pour moi. Et j'entends dans la radicale collaboration que
on met un point d'honneur à bien identifier ça avant d'aller chercher la solution ensemble, quoi. Oui, bah, si je te prends un exemple un exemple d'un moment où j'ai utilisé la négociation avec un négociation par les intérêts avec un de mes clients, c'était sur une mission. J'avais signé une mission 4 mois avant et mes intérêts avaient changé au fur et à mesure. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on maintient la mission ou pas, et si oui, sous quel format et à quel coût. Et je savais et en fait, moi, j'avais identifié plusieurs plans de secours. Bah, y aller, quand même faire la mission, mais du coup, changer certaines choses dans l'organisation de ma semaine pour que ça soit plus un fardeau d'y aller, ou faire appel à quelqu'un d'autre, ou faire venir quelqu'un d'autre avec moi sur la mission. Et du coup, comme je suis arrivée avec déjà toutes ces options-là dans cette discussion, j'y suis pas allée en mettant tout le poids de la responsabilité de la solution sur l'autre. J'ai pris ma responsabilité par rapport à ça. Ouais, ça rejoint l'autodétermination et Exactement. le fait d'être complètement acteur des relations qu'on peut avoir avec les autres. Et t'as raison de faire le pont avec les besoins de la CNV, parce que si on cherche pas soi ses besoins, dans ce cas-là, on est plus apte à rentrer en zone rose et confondre complètement ses intérêts et les intérêts de l'autre personne, et du coup d'arriver à quelque chose qui est pas bon pour nous sur le long terme. Et un truc qui est une phrase que j'aime beaucoup que dit Jim Tam, c'est d'être ferme sur ses intérêts et souple sur ses positions. Je suis ferme sur ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, ben j'en ai besoin en fait. C'est pas la posture de l'autre qui va me changer. Par contre, je peux être souple sur la manière dont je réponds à ces intérêts-là. Complètement. Oui, et parfois on est un peu fermé parce que on n'envisage qu'une solution, c'est-à-dire qu'on n'envisage qu'une stratégie pour répondre à nos besoins et à nos attentes. Et le fait d'être en zone verte et dans la collaboration, bah, ça permet de s'ouvrir peut-être à d'autres solutions qu'on n'avait pas forcément aussi imaginées. Mais comme on est clair sur nos besoins, on est rapidement capable de dire bon bah cette solution effectivement elle répond ou pas à mes besoins, et c'est plus évident ensuite d'être créatif en termes de solutions à trouver. Bon bah je pense qu'on a déjà pas mal balayé ce sujet de la radicale collaboration. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet? C'est passionnant. et en fait, au-delà de faire de la formation à la radicale collaboration, ce que je trouve qui est... Enfin, mon invitation aux personnes qui nous écoutent, c'est commencer à détecter dans vos relations de travail où est-ce que vous êtes sur du court terme et où est-ce que vous êtes sur du long terme. Et déjà, rien que ça change, ça peut changer beaucoup de choses. T'as une approche, toi, dans ton métier, dans toutes tes activités, t'as une approche très holistique, hein, tête, cœur, corps. Tu le mets vraiment en exergue sur ton site internet. Comment tu abordes la facilitation en intelligence collective avec cette couleur holistique? Comment ça se traduit vraiment d'une manière très pratique quand t'interviens auprès de groupes? Bah déjà, ça se traduit beaucoup pour moi, en fait, dans la manière dont je vais préparer mes interventions, dans la manière dont je vais prendre soin de mes interventions. Tu vois, typiquement, j'arrive de plus en plus la veille sur le lieu du séminaire pour pouvoir bien dormir, prendre soin de mon corps, avoir les personnes qui comptent pour moi au téléphone avant pour nourrir mon cœur, et du coup, arriver et être dans des bonnes... Voilà, être nourrie en fait sur tous les plans, et pas arriver en mode c'est bon, je suis une guerrière, je vais faire ma mission et je sortirai vainqueur de cette mission. Ce que j'ai pu faire et que je fais encore hein, de temps en temps. Donc ça se traduit comme ça, et ça se traduit aussi dans la préparation par des moments où j'essaye avec mes commanditaires et parler des objectifs et d'aller dans un endroit qui est plus de cœur à cœur, ou les endroits du rêve où en fait je pose des questions qui amènent à d'autres conversations. Typiquement, bah, quel est votre rêve avec cette intervention? Avec quoi est-ce que vous rêveriez de sortir? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrirait dans cette intervention? Et ça permet d'aller sur un autre niveau. Et donc, avec les participants, la manière dont ça s'articule, c'est très différent en fonction des clients. Tu vois, si je suis avec des chaudronniers soudeurs, ou avec des dirigeants d'entreprise, avec des écolos, avec des personnes qui sont plutôt dans le militantisme ou entrepreneurs sociaux. Enfin, je vais vraiment calibrer ça par rapport au public. Et pour moi, c'est une clé très importante, c'est de pas faire aux personnes avec lesquelles je suis quelque chose dont ils n'ont pas du tout besoin
envie et qui peut les mettre en zone rouge pour le coup. C'est voilà, c'est utiliser des pratiques qui les mettent dans une zone verte et qui les mettent dans de l'ouverture. Ce que j'adore utiliser, c'est des moments de partage, des moments d'échange où les gens peuvent partager des bons souvenirs, peuvent utiliser un photolangage pour se connecter autrement aux personnes qui sont là. Tu vois, en fait, démarrer la journée en se souvenant qu'on n'est pas juste des cerveaux sur un piquet, mais qu'on est des humains avec toutes nos facettes. J'aime beaucoup faire ça. Et j'aime beaucoup mettre du mouvement ou de la musique aussi dans les ateliers que je vais faire. Il y a un truc que je fais beaucoup qui est inspiré du koya, c'est du shaking. Donc des moments où, tu vois, il y a un enjeu à faire une transition dans l'état du groupe. Typiquement, on a parlé des sujets très intenses et on a besoin de légèreté, on va mettre de la musique et pendant 3 minutes, je vais inviter les gens à secouer toutes les parties de leur corps pour passer à autre chose. Ça, j'aime beaucoup. Des moments d'étirement, des moments de respiration. Ouais, ça va vraiment varier en fonction des groupes. Oui, j'imagine que tu tu proposes pas tout le même genre d'expérience à tout le monde. Et dans ta propre approche, tu parles de prendre soin de soi. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé, je fais un lien aussi avec la radicale collaboration. Est-ce que tu t'es retrouvé toi-même justement parce que t'as pas pris soin de soi ou parce que il y a des petites de contrariétés, des petits frottements qui se sont passés, tu t'es retrouvé en zone rouge, en pleine facilitation. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé et ouais, ça m'est arrivé en septembre sur un gros séminaire dans lequel j'étais. En fait, c'était un énorme client pour moi et je m'étais mis une dose de pression plus que recommandable. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé que j'ai pas du tout compris où les participants sont, je sais pas, il y a un tiers du groupe qui s'est pas engagé dans l'activité. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et du coup, je suis allée discuter avec tous les, avec pas mal des participants et puis d'autres co-facilitateurs que je connaissais pas trop sont venus me voir et en fait j'étais un peu froide dans mes échanges et ça m'a donné et j'ai pas du tout aimé, tu vois. Après 15 minutes, je suis retournée et puis on en a rediscuté, on a régulé autant qu'on a pu pour remettre du vert. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est quand on sent qu'il y a de la zone rouge, c'est derrière, vite, dès qu'on s'en est rendu compte, c'est venir re-réguler et s'excuser et pas juste se dire c'est bon, les gens, c'est pas important pour les gens. Il y a de ça. Et moi, ça m'a donné plein d'indicateurs sur ce dont j'aurais eu besoin en fait pour être plus en zone verte, qui était me mettre moins de pression, avoir plus de temps de connexion avec les co-facilitateurs que je ne connais pas, pour que le jour J, en fait, s'il y a du feedback qui m'est donné, je peux l'intégrer de manière zone verte au lieu de me mettre sous pression directement. Donc oui, ça m'arrive. Et c'est normal parce que je suis humaine en fait et que je peux pas être parfaite et que y a des moments où j'arrive très bien à rester en zone verte et d'autres non. Par contre, le but du jeu, c'est dès que je m'en rends compte, c'est de revenir à autre chose. Ouais, c'est vraiment le message aussi que j'essaye de passer à travers ce podcast, c'est qu'on peut pas toujours être dans la collaboration, on n'a pas toujours les moyens physiques, émotionnels, tout, et qu'il faut être aussi assez relax, enfin c'est pas le mot, mais en tout cas pas trop se mettre de pression non plus, parce qu'on est effectivement humain et que on a tous des moments où il y a des choses qui viennent nous toucher un peu plus particulièrement et que on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a, les ressources qu'on a, et c'est vraiment un message mais effectivement mettre ce que j'entends dans la radicale collaboration, c'est l'idée, c'est de mettre de la conscience en fait dans tout ça et déjà ça c'est déjà énorme en fait de mettre de la conscience. Ouais. Et du coup, moi, ce qui m'aide beaucoup et ce que je me rends compte que j'avais pas forcément fait avec toute l'équipe de cette mission, c'est d'avoir la discussion en amont. Alors déjà, de co-faciliter quasiment systématiquement, parce que c'est rare qu'on soit à deux en même temps dans une zone rouge, donc d'être à deux, ça permet d'équilibrer. Et dans la préparation avec mon collègue, avec ma collègue, c'est justement en discuter. C'est quoi en fait les signaux d'alarme pour toi qui font qu'à un moment tu vas te mettre en zone de stress, et quand tu es en zone de stress, comment en fait est-ce que je peux le voir et comment est-ce que tu as envie qu'on discute à ces moments-là? Est-ce que tu as plutôt besoin d'être seule? Est-ce que tu as besoin au contraire que je vienne discuter avec toi, que je t'en avertisse et qu'on en discute? Et en fait de faire ça, c'est génial parce que tu vois, souvent dans une préparation, on se dit que, bon, en tout cas moi je me dis parfois tout va bien se passer, et donc ça c'est mon côté zone rose de tout va bien, tout est tout est beau dans le monde. Sauf qu'en fait, il y a toujours des moments dans des facilitations où il peut y avoir des tensions qui arrivent, et plus
on crée le cadre de confiance derrière, enfin en amont, pour se dire c'est ok, on sait qu'on va se mettre en pression à un certain moment et qu'on est en conscience de ce qui se passe chez soi et aussi chez l'autre, plus ça permet de créer ce cadre de confiance où si avec voilà cette personne dont j'ai discuté en amont et je connais ses signaux, si il m'envoie un moment une pique, bah, je sais d'où ça vient et donc je peux le recevoir avec beaucoup plus de douceur et de tendresse que si je sais pas d'où ça sort. Ouais, bah oui, évidemment. Bah parce que sur autant avec certaines personnes comme des membres de notre famille ou des gens très proches, on peut à force connaître un peu les signaux qui font qu'on les voit passer en zone rouge ou en zone rose. Autant avec des gens dans le travail, on n'a peut-être pas cette proximité ou cette facilité à identifier ces choses-là, et autant peut-être se les dire. Voilà, moi quand je commence à être comme ça, c'est qu'il faut que vous me laissiez tranquille parce que j'ai besoin de 5 minutes pour respirer, quoi. Ouais, et puis du coup, ça permet d'enlever et la culpabilité chez la personne qui a ce truc-là, et ça permet d'éviter aussi les regards interrogatifs de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et dans la famille, tu vois, pour moi, il y a le travail inverse de se dire, ok, on sait très bien, on le voit quand quelqu'un est en zone rouge, en zone rose. Par contre, on sait pas forcément ce qui se passe en fait pour la personne, et on sait pas ce que ça vient toucher à l'intérieur de la personne. Et moi, j'ai eu cette discussion avec ma mère après les fêtes de Noël, où elle me disait ah mais t'étais quand même vachement stressée, t'étais un peu hyperactive, et en fait où je lui ai expliqué que c'était pas mon état naturel et que c'était parce qu'il y avait certains besoins qui étaient pas nourris chez moi que ça venait me mettre dans cette zone de stress, et c'est pour ça qu'elle me voyait comme ça. Et c'était hyper chouette d'avoir cette discussion parce que moi ça m'a permis de m'enlever de m'enlever un peu cette culpabilité d'être dans le stress alors que j'ai envie de passer un bon moment, et de la mettre aussi en conscience que c'est pas mon mode naturel. Heureusement. Ouais, donc t'as parlé de Koya, tu fais aussi du Yin Yoga, je crois. Tu fais pas mal de choses en termes de, si on parle de corps là, dans le tête-cœur-corps. Ouais, donc dans l'approche corporelle, toi, qu'est-ce que tu fais comme activité? Alors, aujourd'hui, je donne que des cours de Koya. Le Yin Yoga, j'ai arrêté d'en donner des cours. En fait, mon rapport au corps, ça prend du temps parce que je suis très très cérébrale et que j'ai besoin d'intégrer du corps dans mes facilitations pour moi-même aussi redescendre dans mon corps. Et c'est un parcours qui dure depuis des années, et je suis tellement heureuse du chemin que je suis et de sentir que je suis beaucoup plus en connexion avec mon corps. Et donc concrètement, je me suis formée, j'ai fait, tu vois, le diplôme de 200 heures de yoga, qui va bien et qui ouvre la porte au studio, et qui me permet parfois de mettre des séquences de yoga dynamique dans des séminaires, mais je ne donne pas des cours de yoga à côté. Le yin yoga, pareil, je l'utilise vraiment quand je sens qu'il y a un enjeu à traiter les notions de confort, d'inconfort, de lenteur, d'immobilité. Mais ça, c'est vraiment pour moi des éléments que je vais rajouter dans des séminaires. Par contre, le Koya, qui est un mélange de yoga, de danse libre, ça, j'en donne des séances très, très fréquemment. Et donc ouais, on a parlé de la tête avec la facilitation du corps, le cœur aussi, tu nous en as parlé. Donc on a aussi eu une petite approche holistique sur tes activités. Vous venez de boucler, je crois, 5 années d'une aventure qui s'appelait Les Joyeux Audacieux. Alors j'ai pas trop envie de revenir trop longtemps dessus. Il y a encore un site qui est disponible, et puis il y a pas mal de ressources gratuites que vous avez mis à disposition. Donc j'inviterai les auditeuristes à aller voir. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté, toi, en tant que justement dans la coopération que t'as vécue, dans la collaboration que t'as vécue? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, cette expérience? Des amis. Ouais, et quand on a fait le séminaire qui a préfiguré notre clôture il y a un an, c'était ça en fait. Pour moi, ça m'a apporté des amis, tu vois. C'était pas un projet qu'on faisait à but lucratif. On a eu quelques petits revenus sur les ventes d'Antisava, mais c'est très anecdotique. Voilà, des amis en fait. Moi, je me rends compte que quand je travaille avec les gens, ça noue des liens de connexion qui sont très forts, et beaucoup de mes amis proches sont des gens avec qui j'ai travaillé. Il y a de ça, moi, ça m'a appris tellement de choses sur ce qui me met à l'aise et ce qui me met pas à l'aise dans une posture de groupe, et c'est hyper intéressant parce que j'ai expérimenté plein de postures différentes. Au début, c'était celle de co-créatrice parce qu'on était à deux pendant 2 ans en binôme très fusionnel à avoir la même posture,
la même manière de collaborer parce qu'on avait bossé dans la même boîte, donc on était allés à la même école. Après, j'ai eu la posture de plutôt de presque de manager en fait et de formatrice pour intégrer 7 personnes qui sont arrivées quasiment du même coup pour les intégrer, leur donner les outils, les faire avancer. Il y a eu d'autres casquettes en fait et ça m'a vachement appris sur moi, sur ce que j'aime, sur ce qui me nourrit, ce dont j'ai besoin pour être pleinement épanouie. C'était une sacrée aventure et même l'expérience de la clôture et jusqu'à l'expérience de la clôture, c'était une sacrée aventure. Oui, j'ai découvert tardivement que tu faisais partie des Ouais. joyeux audacieux, mais je vous suivais depuis que je commence à m'intéresser à la coopération et à ces sujets-là. J'avais utilisé l'anti-Sava dans quelques épisodes du podcast. Et j'étais très touchée par votre démarche de fêter, en fait, de célébrer cette clôture parce que je crois que c'est quelque chose qu'on fait pas suffisamment. C'est quelque chose, je trouve, qui manque peut-être parfois parce que ça peut très bien se clôturer sur quelque chose de très joyeux parce que ça a été une réussite et que c'est important de le célébrer. Mais je crois que c'est aussi important de célébrer même quand c'est pas tout à fait une réussite ou même quand il y a et ça rejoint aussi un peu l'esprit de la radicale collaboration, c'est que on peut ça me semble important de dire bon bah voilà, ça se termine mais pour de telle ou telle raison, et reconnaître ensemble et célébrer ensemble le fait que cette collaboration n'a pas pu aboutir. Je pense que c'est hyper important, et j'étais vraiment touchée de voir un groupe comme ça célébrer ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, justement de célébration? Quelle était l'intention? Quelle était, voilà, comment vous avez vécu ça? Ouais, et je vais redonner le crédit à Flore, avec qui j'ai enregistré un épisode l'année dernière sur la clôture de Yggdrasil, qui est un magazine sur le thème de l'effondrement, et elle m'a beaucoup inspirée là-dessus. Donc c'est important pour moi de le nommer. En fait, cette clôture, elle s'est fait, elle a vraiment pris du temps, cette clôture. On a commencé en novembre, il y a 1 an et demi du coup. Il y a 1 an et demi, on s'est réunis, on s'est fait un séminaire d'équipe parce qu'on sentait qu'on changeait d'étape dans le collectif. On s'est fait accompagner d'ailleurs pour ça, et c'était vraiment une super idée par Julie Naudet. Et donc on a eu cette première étape de clôturer tout ce qu'on avait fait pendant ces dernières années. Et la deuxième étape qu'on avait pressentie, c'est so what? En fait, on veut refaire des choses ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est passé qu'à la fin de ce séminaire, il n'y a pas eu d'élan tant que ça, et qu'on s'est dit, bah, on va laisser en friche, un peu comme un jardin, et on va voir ce qui va émerger. Et en fait, pendant 1 an, rien n'a émergé. Et du coup, pour moi, ça a été 1 an je pense que c'est le bon terme, en fait, de processus de deuil, en fait, de revoir tout ce qu'on avait construit, tout ce que ça avait transformé, moi, dans ma vie. Ça a été très, très fort, tu vois. Pour moi, c'est ma première boîte, les Joyeux Audacieux, donc c'était pas anodin, cette année de friche. Et à un moment, on s'est dit, bon, bah là, il y a rien qui se passe, on va clôturer pour pas laisser le truc se déliter, en fait, parce que c'est aussi une énergie, un projet, tu vois. Il y a une boîte mail, il y a des jeux anti-Sava qui sont à la maison. En fait, il y a toujours quelque chose, même s'il n'est pas très actif, il y a toujours quelque chose qui a à entretenir. Et pour moi et pour les autres, c'était important à un moment de clôturer. Et donc, le processus de clôture, il y a eu ce séminaire, les appels qu'on a fait ensemble dans l'équipe, des clôtures administratives qui sont pas encore tout à fait finies, et cette fête où, en fait, pour moi, c'était juste hyper important de revoir des visages et de rééchanger avec des personnes qui avaient fait partie de l'aventure. Tu vois, il y a eu des personnes qui étaient là au tout début, et pour moi, c'était vraiment ça, c'était l'idée de reboucler la boucle, de terminer, de fêter et de disséminer aussi, parce qu'on a mis plein de ressources en open source sur notre site, et je me sens du coup rassénérée avec ça. Tu vois, le processus de deuil, il s'est terminé, et ça me libère de l'espace pour aller à autre chose. Et voilà. Non, je sais pas si ça répond à ta question. Si, t'as tout dit. Oui, effectivement, en CNV, il y a le besoin de faire le deuil. C'est un vrai besoin, en fait, qu'on oublie souvent, de se donner le temps, d'accueillir, d'accepter que c'est pas confortable et que c'est pas forcément quelque chose qui est évident à faire, mais ça peut être aussi très joyeux, et j'entends beaucoup aussi de joie, moi, dans ce que tu racontes. Le deuil peut être joyeux parce qu'effectivement, on ferme quelque chose pour laisser de la place à autre chose, et pour se donner de l'énergie, du temps et des ressources pour autre chose. Donc ça peut être aussi très joyeux.
Effectivement, puis on redonnera toutes les informations pour les joyeux audacieux dans la description du podcast, parce qu'il y a des belles ressources à aller chercher quand on cherche à travailler en équipe un peu différemment. Et si tu veux, pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à aller regarder le travail qui relie. Alors, c'est pas fait pour ça à la base, c'est plutôt fait pour aider les personnes qui ressentent de l'anxiété face à l'état du monde, qui ressentent une immense panne pour le monde. C'est aider en fait à accueillir les émotions qui vont avec ça et à se remettre de l'avant. Et nous, on a utilisé les 4 étapes du travail qui relie pour la célébration de clôture. On a commencé par un temps pour s'ancrer dans la gratitude, un temps pour honorer nos peines, où j'ai partagé les gros fails des joyeux audacieux, tu vois, les trucs qu'on a essayé de faire pendant un an qui ont jamais fonctionné, un temps pour changer de regard, se décaler et s'ouvrir à d'autres choses, et un temps pour aller de l'avant et avancer. Et c'était hyper chouette aussi de s'inspirer en fait de ce processus-là qui existe depuis des dizaines d'années, au lieu de réinventer quelque chose, mais de s'appuyer sur ce qui est existant pour nous aussi nous laisser traverser par cette clôture et pas la contrôler en fait dans un sas trop carré. Et donc tu es aussi, alors pour finir, non, parce qu'en fait tu fais tellement de choses que je sais pas si on pourrait parler de tout, mais donc t'es podcasteuse avec le podcast La Licorne. Je crois me souvenir, parce que en préparant cet échange, je me dis mais en fait comment j'ai connu Lélie, et en fait je suis incapable de me rappeler comment. Peut-être que toi tu t'en souviens, mais moi je m'en souviens pas. Je suis vraiment pas douée pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, j'avais déjà écouté le podcast La Licorne plusieurs fois avant de te connaître personnellement, et j'avais envie un peu que tu nous partages ton expérience sur ce podcast. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'as eu envie en fait de lancer ce podcast? Alors l'envie du podcast, ça a été provoqué par la lecture du livre The Art of Gathering de Priya Parker, qui est un livre extraordinaire sur comment chaque moment collectif est important et comment est-ce qu'on les réinvente en y mettant du cœur et de l'intention. J'ai lu ce bouquin. Et après, à un moment, pendant le premier confinement, j'avais l'idée de créer un podcast, je savais pas trop autour de quoi, et à un moment, les deux ont fusionné. Je me suis dit, mais oui, en fait, je vais propager, telle une disciple de Priya Parker, je vais parler de comment est-ce qu'on réinvente nos moments collectifs, professionnels et au quotidien, et je vais en faire un podcast et je vais interviewer des gens qui font ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et effectivement, donc comment, si on devait donner un peu de la baseline ou le je sais pas comment on peut appeler ça, la raison d'être du podcast, c'est quoi? C'est remettre de la magie dans tous les moments collectifs qu'on passe. Et c'est pour ça que ça s'appelle La Licorne. J'avais pensé à plein d'autres noms hyper sérieux, mais en fait non, La Licorne. Non, et puis je trouve que ouais, c'est complètement raccord avec ce qu'on y entend et ce qu'on y reçoit quand on l'écoute. Est-ce qu'il y a un épisode ou un invité qui t'a particulièrement marqué, si on reste sur ce thème de la coopération et de la collaboration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a particulièrement marqué, et pourquoi? Ouais. Samuel Grybowski, qui était un des cofondateurs de Coexister France, qui aide les personnes qui sont de convictions religieuses différentes à partager des projets, à faire ensemble. Et on a fait un épisode c'était un des tout premiers épisodes, je me demande si c'est pas le 5e ou le 6e, où il parle d'inclusion et de comment dans un groupe, quand on veut inclure et quand on veut que les personnes puissent coopérer ensemble, il s'agit pas de gommer les différences, mais de les nommer. Et ça a été incroyable pour moi, parce que je pense que j'avais une vision un peu hégémonisante de l'inclusion, où je me disais, inclure, en fait, c'est plutôt chercher les points communs et chercher ce qui rassemble et faire converger les personnes. Il y a de ça, et si on gomme les individualités, si on gomme les particularités, on se gomme de ce qui fait la richesse des personnes. Et ça a vraiment changé ma manière de faire de la facilitation. Ouais, c'est vrai que tu vois, tu viens d'ouvrir un truc dans ma tête là, et dans mon cœur aussi. Donc ouais, c'est vrai que je l'ai pas écouté celui-là. Je vais m'empresser de le faire, tu vois. Et dans la même veine, tu peux lire, je t'enverrai le lien, un texte que Thomas-Emmanuel Girard, qui est facilitateur basé à Nantes, a partagé, qui est un texte d'accueil,
où au début d'une facilitation, tu peux vraiment nommer toutes les particularités, toutes les individualités des personnes présentes et les accueillir. Et je fais ça quasi systématiquement. Et c'est dingue, en fait, tu vois, de nommer bienvenue à ceux et à celles qui viennent de loin, ceux et celles qui sont proches de nous, bienvenue à la fatigue, bienvenue à l'excitation, bienvenue à ceux qui n'ont pas du tout envie d'être là aujourd'hui, qui ont plein d'autres choses à faire. En fait, de nommer toutes ces choses-là, en plus de, tu vois, de la diversité sexuelle, de genre, géographique, d'appartenance, ça crée exactement ce dont Samuel parle, qui est qu'on nomme les différences et en même temps qu'on crée ce cadre où on peut coopérer. Je t'enverrai le lien du texte, il est vraiment magnifique. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Alors, je vais te demander un exercice qui va peut-être pas être très simple, mais ça va faire fonctionner ta tête, là. Ok. C'est si, à partir de tous les témoignages que tu as recueillis dans la licorne, tu devais faire une liste d'ingrédients ou une recette pour une coopération réussie ou pour un moment collectif réussi, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette recette? De la présence. Ouais. De la présence, en fait, de créer un cadre où les gens peuvent vraiment être là les uns avec les autres et profiter de ce qui se passe parce que chaque moment collectif est complètement unique. Et c'est de se rappeler de ça, de la simplicité et de l'intention. Ouais, c'est vrai que on entend souvent, je repense aux épisodes que j'ai écoutés, effectivement, il y a souvent ça qui revient. Et du cadre, le cadre, ça revient un épisode sur 2. Ouais, mais tu l'as dit, hein, c'est créer un cadre où chacun peut, tu l'as dit au début, créer un cadre où chacun peut être présent, tout ça, mais ouais, le cadre, bah oui, le cadre, bah ça c'est, j'ai envie de dire, c'est la base, c'est le socle en fait, c'est vraiment ouais, c'est vraiment ça, c'est le socle. C'est les fondations de la maison. Ouais, complètement. Est-ce que donc on va arriver tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce que toi t'as parlé de Priya Parker, t'as parlé d'un épisode qui t'a particulièrement marqué de la licorne. Est-ce que t'as d'autres ressources ou documentaires, livres, enfin finalement peu importe, pièces de théâtre, j'en sais rien, musique peut-être, comme toi qui aimes la musique, qui t'a particulièrement inspiré ou apporté sur ce thème de la coopération, de la collaboration? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager? En ce moment, je suis très influencée par le militantisme des femmes noires américaines qui me nourrissent énormément dans ma vision de la facilitation, particulièrement celles qui sont queer ou qui sont militantes. Tu vois, je pense à Adrienne Mary Brown, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Holding Space. Je lis beaucoup de trucs en anglais, j'aimerais bien que ça soit plus traduit en français. Et ouais, en fait, de prendre conscience du pouvoir de la facilitation et de la coopération pour avoir pour créer du changement positif sur la société. Pour moi, c'est ce qui me rappelle pourquoi je facilite. Je facilite pas pour faire des plans, visions stratégiques d'entreprises qui contribuent à la déforestation, qui contribuent à des conflits armés dans le monde. Moi, je facilite pour qu'on vive pour la paix, en fait. C'est vraiment ça qui m'anime. Ouais, pour changer le monde, quoi. Pour changer le monde en fin de compte, mais pour changer nos mondes intérieurs aussi. Complètement. C'est clair. Changer le monde, facilité. Non, mais c'est vrai que quand on dit que quand on se transforme aussi soi-même, on transforme un peu le monde autour de nous et faire la paix en soi, ça aide aussi à faire la paix autour de soi et autour du monde. Ouais, du coup, ça demande de voir derrière les artifices, tu vois, de la facilitation qui peuvent être toutes les techniques, les outils, les trucs hyper sophistiqués. C'est ok, est-ce qu'on est vraiment en train de servir le collectif? Est-ce qu'on est en train de servir l'état du monde en faisant ça ou pas? Et je pense qu'on pourrait en parler des heures, tu vois, sur les débats éthiques de quand est-ce qu'on est ok, en fait, pour bosser sur un projet en intelligence collective, mais qui fait du mal, en fait, aux habitants de la planète. C'est un gros sujet pour moi. Ouais. Mais voilà, c'est un autre sujet. Non, mais ça peut inviter les gens. J'entends les principes de permaculture aussi derrière un peu, ce genre de choses, où comment je prends soin de moi, des autres et de la planète dans mes actions. Donc c'est important. Ouais.
Est-ce qu'on fait de la facilitation qui est mortifère ou est-ce qu'on fait de la facilitation qui est régénérative? Et Complètement. tu vois, pour moi, ça pose la question aussi au-delà du sujet, c'est quand on fait de la facilitation, est-ce que ça génère du lien? Est-ce que ça génère de la connexion? Ou est-ce que ça génère de la déconnexion? Et si ça génère de la déconnexion, c'est qu'il y a un problème, en fait. Complètement. Ouais, c'est aussi des préoccupations, moi, qui m'animent quand j'aborde les sujets avec certains groupes, ouais. Où est-ce qu'on te retrouve? Quelle est ton actu? Comment on fait si on a été passionné par ce que t'as dit? Oh là là, mais déjà, genre, j'avais envie de te le dire au début et je sais pas, on est rentré directement dedans. Je suis tellement honorée en fait d'être dans ton podcast, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Dis maintenant, j'ai un site internet, liligros.co, et une newsletter qui paraît deux fois par mois. Et après, si vous cherchez Lily Gros sur les réseaux, généralement, vous me trouvez. Twitter, je fais plus trop. Mais LinkedIn, Instagram, vous pourrez trouver assez facilement. Et je pourrais t'envoyer, si tu veux, le lien. J'ai beaucoup bossé sur la radicale collaboration cette année. J'ai fait un défi en ligne qui est gratuit où les gens peuvent commencer à s'acculturer à la radicale collaboration en 3 semaines. Donc, si c'est approprié, je t'enverrai le lien. Ouais, super, impeccable. Alors j'aime terminer mes podcasts et mes épisodes avec 2 questions que je pose à mes invités. Ils en choisissent une selon ce qui les inspire pour y répondre. La première, c'est avec quoi tu repars de cet échange. Ça, c'est la première possibilité. Et la seconde question, c'est quel prochain petit pas voudrais-tu faire pour davantage de coopération ou de collaboration dans un des collectifs auxquels tu appartiens? J'adore les 2 questions. Je vais prendre la première. Ce avec quoi je repars, c'est de continuer à creuser pour moi-même ce que ça veut dire la facilitation régénérative. J'ai mis ce mot en mots il y a quelques jours et je suis dans un moment où j'ai envie de voir plus loin sur la vision que j'ai pour mon métier, la vision que j'ai de mon activité, donc je repars avec ça. Et toi, tu repars avec quoi? Moi, je repars avec quoi? Je repars avec beaucoup de joie, avec il y a de la joie, il y a des choses que t'as ouvert sur la radicale collaboration en moi, donc ça c'est cool. Et puis je t'avouerai que quand je suis en posture de podcasteuse, là j'ai pas ma tête qui fonctionne à plein. Je comprends tout à fait. Donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à la question, mais je manquerai pas de te dire avec quoi je repars et qu'est-ce que ça m'a apporté notre échange. En tout cas, j'étais ravie vraiment de t'avoir à mon micro. En plus, je sais qu'on va continuer à échanger sur plein d'autres sujets parce qu'on a toutes les deux un podcast sur le collectif, donc on a l'occasion d'échanger et c'est trop chouette. Et puis, je vais clôturer cet épisode en souhaitant une bonne continuation à nos auditrices. Et puis nous, on reste juste là pour un petit bonus que les gens peuvent télécharger s'ils s'abonnent à ma newsletter. Et donc, je vais poser encore quelques questions à Lily, mais ça, c'est pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. À très bientôt pour les autres. Au revoir. Merci à Lily pour tout ce qu'elle nous a partagé. Merci aussi à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange aura nourri votre élan pour insuffler davantage de coopération autour de vous. Si cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé passionnant, intéressant, je vous encourage à le partager autour de vous ou alors à mettre un commentaire, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pour vous la manière la plus simple de manifester votre soutien et votre intérêt pour ce podcast et de m'aider à diffuser l'esprit de coopération encore plus largement. À bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.